chronique Esprit Libre avec Guillaume Durand, toujours confiné à son domicile. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Guillaume Durand, mais également l'homme dont on parle le plus en ce moment en France, le professeur Didier Raoult. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir vous exprimer. Infectiologue, microbiologiste et vous travaillez à l'IHU Méditerranée Infection basé à Marseille. Ce matin, vous nous redites qu'un traitement à la chloroquine peut fonctionner pour lutter contre le coronavirus. Votre nouvelle étude publiée hier vous conforte ? Écoutez, nous, on a depuis le début, bien sûr, il y a beaucoup de pays qui utilisent maintenant l'hydroxychloroquine et il vient de sortir encore un très joli travail fait par les Chinois en comparant l'hydroxychloroquine cette fois-là contre un placebo qui montre qu'il y a une différence importante, en particulier dans les formes modérées à modérément sévères, c'est-à-dire avant que les gens aient une détresse respiratoire, parce que là ça devient une autre affaire. Et nous, ce que l'on a fait de différent, c'est qu'on rajoute en plus un antibiotique banal, l'antibiotique qui a été le plus prescrit dans les infections respiratoires dans le monde, qui est l'azithromycine. Et avec ça, on a des résultats aussi bien au laboratoire sur les cultures virales, qui sont spectaculaires, que chez les patients, où on a des résultats qui sont très impressionnants. Et donc, oui, on a, depuis maintenant un certain temps, commencé à traiter tous les patients avec cette association, avec des résultats qui sont à ce jour très satisfaisants. C'est une étude sur 80 patients, professeur ? On a publié une étude sur 80 patients, et puis actuellement, des patients inclus, on en a plus de 1000. Oui. Didier Raoult, vous êtes en contact étroit avec le ministre de la Santé. Est-ce que vous avez des échanges avec Matignon et l'Élysée ? Oui, moi je tiens les gens bien sûr au courant de ce que je fais et de ce que je pense, et je le fais directement avec eux, bien sûr. Donc avec Olivier Véran, avec Emmanuel Macron. Vous êtes en contact avec le chef de l'État ? Je suis en contact avec l'entourage immédiat du chef de l'État, et quand il a besoin, s'il trouve de l'intérêt à me parler, il me parle. Didier Raoult, ce que vous reproche pas mal de médecins, c'est votre méthode, l'absence, disent-ils, d'un groupe témoin. Pourquoi, avec cette nouvelle étude, n'avez-vous pas changé votre méthode ? Elle aurait pu faire taire certaines critiques. Non, mais encore une fois, vous savez, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire je suis un scientifique de la science. Ce que les gens croient que cette méthode, que la méthode qu'ils rapportent est une méthode qui est adaptée à cette situation, témoigne du fait qu'ils ne connaissent absolument pas l'histoire de la médecine, l'histoire des sciences. Dans les maladies infectieuses, on s'est pratiquement jamais servi de cette méthode pour montrer l'efficacité d'un médicament, parce que dans les maladies infectieuses, c'est extrêmement facile de mesurer si le microbe disparaît ou s'il ne disparaît pas. Après, c'est des habitudes qui ont été prises. En grande partie, ces grandes études ont été rendues nécessaires par l'industrie pharmaceutique, et tout le monde a fini par prendre cette méthode pour de la science. C'est pas de la science, c'est une habitude, c'est une manière d'approcher les problèmes. Et il n'y a jamais eu d'évidence que ces études soient plus efficaces que ce que nous on appelle les études historiques, c'est-à-dire la comparaison de la mise en place d'un traitement avec ce qui se passait avant qu'on ait mis ce traitement. Mais c'est des histoires, ça, de spécialistes scientifiques, c'est pas des histoires de plateau télé. Donc c'est compliqué. Il y a des gens qui maintenant, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui sont ni des praticiens ni des scientifiques dont le métier est devenu d'être une espèce de contrôleur des travaux des autres, si vous voulez, et qui pensent, je crois qu'ils sont sincères, ils pensent que c'est vraiment nécessaire, que c'est vraiment comme ça qu'on fait les choses. Parce que c'est un mouvement de mode. Moi, quand j'étais jeune, le mouvement de mode, c'est qu'on ne pouvait pas faire un traitement en maladie infectieuse si on n'a pas fait un modèle expérimental, ce qui est tombé en désuétude maintenant. On se fiche de savoir si les lapins vont être traités pour une septicémie à staphylocoque avec ceci ou cela. Mais quand j'étais jeune, c'était à mode. Enfin, on trouvait ça dramatique de ne pas avoir fait un modèle expérimental. Ce sont des modes scientifiques, ça, c'est pas une réalité scientifique. La réalité scientifique, c'est dans le domaine des maladies infectieuses aiguës, c'est quelque chose d'assez simple. C'est d'ailleurs aussi simple pour le sida. C'est quand on a eu un médicament efficace, en réalité, avec 3 malades, on le savait, on mettait des antiprotéases, il n'y avait plus de virus dans le sang, c'est fini. C'est pas la peine de faire des études avec 10 000 personnes. Et donc,
c'est devenu un process qui est devenu extrêmement lourd, qui occupe une quantité de gens, dans lequel on finit par oublier que la seule chose qui soit importante en médecine, c'est l'efficacité, et que l'efficacité, c'est la méthode qui doit s'adapter à la question et pas à la question qui doit s'adapter à la méthode. Mais Didier Raoult, alors pourquoi ça bloque, puisque vous êtes assez sûr de vous êtes personne ne peut remettre en cause vos compétences. Pourquoi aujourd'hui ça bloque autant? Encore une fois, c'est parce qu'il existe maintenant toute une architecture de la pensée. Vous savez, c'est très difficile de changer de la pensée quand les gens sont habitués, avec cette terrible maladie qui a été le sida, puis l'hépatite C. On a habitué les gens à faire d'énormes cohortes avec des études multicentriques, avec des bras pour travailler sur l'amélioration ponctuelle. Tout ça a été organisé. C'est tellement cher que ça ne peut être organisé que par l'industrie pharmaceutique. Et tout ça donne des habitudes de pensée et des mécanismes de pensée qui sont ancrés, qui font que les gens qui ont fait ça toute leur vie finissent par penser que c'est ça la science. Encore une fois, moi je suis un épistémologiste, j'ai écrit beaucoup sur la science elle-même, sur l'évolution de la science, et donc les gens qui sont des épistémologistes ne croient pas du tout que la méthode des effets, des essais tels quels trucs représente de la science. Ça représente une habitude, une mode actuelle, ça représente rien d'autre que ça. Guillaume, et donc ça n'est pas adéquat face à la situation telle qu'elle est. Justement, vous devriez plutôt vous poser la question inverse. Comment se fait-il que quelqu'un qui a fait autant de choses que moi dans sa vie puisse penser ça et que les gens puissent penser que je ne sache pas ce que c'est que la méthode? Enfin, vous rigolez. Guillaume, vous voulez intervenir? Je rappelle que vous êtes toujours chez vous, touché par le coronavirus. Question au professeur Didier Raoult. Heureusement, je l'espère, guéri. Oui, Didier Raoult, d'abord, merci d'être avec nous. Comment vous expliquez qu'aux côtés du Premier ministre l'autre jour, c'est Madame Lacombe qui a été l'une des plus virulentes à l'égard de votre méthode, qui est présentée d'une certaine manière la maladie, parce que au fond, il devrait être pragmatique si on vous écoute ce matin et tenir compte du fait que vous nous expliquez qu'il faut donner le médicament dès le début et pas attendre la fin. Donc pourquoi ne l'entendent-ils pas? Non, mais je sais pas, c'est pas trop moi, je voudrais bien que vous limitiez les questions à mon métier. Si vous me parlez d'épistémologie, l'histoire des sciences, je connais. Si vous voulez me parler du virus, de sa sensibilité, de l'efficacité des traitements, je connais. Après, si vous voulez les histoires de médisance politique, de qui dit quoi, et que je m'en fous. Vous voyez bien, vous savez, je ne suis sur cette radio, je fais pas d'interview, je fais cette radio parce que Bernard Arnault m'a rendu un grand service. On était en panne de quelque chose. Il m'a dit, écoutez, ça me ferait plaisir, donc je le fais, mais je ne vais pas parler de mon métier et je ne vais pas jaser avec vous. Voilà, je ne discute pas, je n'ai pas d'opinion de part, ça ne m'intéresse pas. Donc ne me posez pas de questions comme ça, parce que sinon je posais justement sur la nature de ce virus. Peut-être que vous pouvez y répondre. Est-ce que vous avez le sentiment, par expérience, que le Covid-19 est quelque chose qui, une fois passé, pourrait disparaître, ou est-ce qu'on est, d'après vous, dans une possibilité de rémanence perpétuelle? Non, mais là non plus, si vous voulez, moi je suis pas devin. Il y a plein de gens qui jouent au devin. Vous avez qu'à leur demander à eux. Si vous voulez, on n'arrive même pas à prévoir ce qui se passe d'une année sur l'autre avec la grippe ou avec le virus respiratoire syncytial. Cette année, on a 3 fois moins de morts par grippe qu'on en a eu l'année dernière ou il y a 2 ans. On n'en sait rien. Donc il y a des gens qui s'amusent de prédire. Il faut leur demander. Non, je n'en sais rien. Moi, j'ai jamais. C'est au médecin que je m'adresse. Hein. Au médecin, je vous dis, il est impossible de prévoir ce que va devenir une épidémie sur un virus nouveau. Mais enfin, il faut être complètement fou pour avoir une opinion comme ça. Enfin, qu'est-ce que je vous dis? Vous voilà une chose que vous ne connaissez pas et vous vous demandez ce qui va se passer dans les 6 mois ou dans l'année avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais enfin, il faut demander aux astrologues, aux cartomanciens, ça, des choses pareilles. C'est pas sérieux. Enfin, comment voulez-vous prédire quelque chose sur une maladie qu'on ne connaît pas? Enfin. Didier Raoult, c'est quelque chose qui peut certainement conforter votre étude, c'est que de plus en plus d'hôpitaux ont recours à la chloroquine aujourd'hui. Oui, mais encore une fois, si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse en général les interviews. Ce que je fais ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est mon opinion, et mon opinion, je pense qu'elle n'est pas intéressante. Donc moi, je suis un homme de savoir, d'un savoir qui est temporaire, hein, parce que les savoirs scientifiques sont temporaires. Donc si je peux vous donner une leçon, c'est mon métier, oui, je suis professeur, donc je vous expliquerai ce que je sais, ou le point où j'en suis. Maintenant, ce que font les autres, ce qu'ils pensent, ce que les uns qui aiment les autres,
je ne suis pas qualifié pour faire des conversations de cette nature-là. Donc, si je l'ai fait en privé, je l'ai fait pas en public. Oui, bien sûr, mais ce qui peut aussi nous intéresser, c'est que vous avez manifestement un traitement qui fonctionne et que ce traitement suscite des débats et on a du mal à comprendre. Oui, mais c'est pas puisque vous êtes une sommité et que personne ne remet en cause justement votre travail. C'est un problème de société, c'est pas un problème qui me concerne. Je vous dis, je vois la société comme elle est, et puis c'est pas non plus ni la première fois ni la dernière fois. Vous savez, c'est comme ça. C'est la nature des humains de pas être d'accord, de se disputer. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Vous êtes donc... Demandez aux sociologues, c'est les sociologues qui vous expliqueront ça. Didier Raoult, vous souhaitez également un traitement, des tests à grande échelle pour la population. Ça va de soi avec un traitement pour vous ? Encore une fois, c'est pas ma question. Moi, vous savez, je suis un soldat de la médecine, hein, donc ici, pour vous dire la vérité, on voit 800 personnes par jour. On a inclus plus de 1500 personnes pour les traiter. On regarde, on essaie d'empêcher qu'ils meurent, on essaie d'empêcher qu'ils aillent en réanimation. Voilà, c'est ça mon métier, si vous voulez. Je veux pas commenter de savoir si le gouvernement veut faire des essais à plus grande enseigne, vous savez. Et puis ensuite, ce qui se passe ici, s'il y a qu'une chose que je peux vous dire, qui est une chose qui me frappe vraiment, qui me choque vraiment, hein, c'est que ce pays croit qu'il existe une science française, et vous savez, c'est pas vrai. Voilà. Et donc, c'est un énorme problème auquel j'ai déjà été confronté il y a 20 ans quand j'ai été chargé de mission au ministère de la Santé. C'est d'imaginer à l'époque, c'était le vaccin contre l'hépatite B que Kouchner avait arrêté en pensant que ça avait un lien avec la sclérose en plaques. Et donc, on était les seuls au monde à penser ça. Et je n'arrivais pas à leur dire, écoutez, mais comment vous pouvez penser quelque chose qui est dans le monde entier, ça n'existe qu'en France. On n'est pas quand même des mutants français. Donc là, il y a un véritable problème, une véritable réflexion qui est de se dire, mais pourquoi est-ce que, mon Dieu, pourquoi est-ce que la France serait un truc tellement particulier que on ne réfléchisse pas comme les autres. C'est une question, à mon sens, c'est une vraie question sociologique. C'est pas, personnellement, moi, les plateaux de télévision, par exemple, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, vraiment sociologiquement, c'est comment, à l'heure où on échange toutes nos données encore plus rapidement qu'avant, et donc, y compris, on fait ce que nous, on appelle les préprints, c'est-à-dire on met à disposition immédiatement nos données avant même qu'elles soient publiées pour que tout le monde les utilise. Comment, à cette heure-là, où tout le monde les lit dans le monde entier, hein, comment est-ce qu'on peut encore avoir une pensée qui est franco-française en se disant, voilà, nous, on sait mieux que les autres comment on fait. Non, moi, je fais pas comme ça, jamais fait comme ça. C'est pour ça que je suis compétitif. Je regarde ce que font les autres. Quand ils font mieux que moi, j'essaie de les rattraper. Et je vous assure, les seuls qui font mieux que moi actuellement, c'est les Chinois. Donc, moi et tout l'extrême-orient. Eux ont 10 ans d'avance sur nous. C'est eux les très très bons, et donc je regarde ce qu'ils font, ça m'intéresse, j'essaie de rester compétitif avec une course aux équipements et à la science moderne qui nous caractérise, si vous voulez, et donc si vous voulez, les opinions méthodologiques et ces réflexions, c'est très intéressant, mais honnêtement, c'est pas mon problème. Moi, je fais pas de la recherche en méthodologie. Voilà. L'autorisation de la chloroquine est-elle un dernier recours ? Là, actuellement, elle est autorisée dans si vous voulez aussi, c'est quelque chose d'un peu étrange, ça se distribuait sans ordonnance. Il y a encore quelques mois, tout ça, et d'un coup, les gens pensent que c'est un truc qui va empoisonner les gens. Non, c'est une décision politique, j'en sais rien, moi, c'est étrange. Si vous voulez, quand même, moi, je prescris ça quand même depuis 25 ans dans les maladies infectieuses, hein, dans le chloroquine. Jusqu'à présent, personne ne trouvait que c'était un poison, et que c'était... il y a 1 milliard de gens qui ont pris rien que dans les 20 dernières années de la chloroquine, si vous voulez. Et d'un coup, il y a des gens qui s'excitent en disant ça va tuer une personne sur 2, si vous voulez, ça laisse rêver, mais c'est un truc français encore. Hein. Il y a personne au monde ne se pose des questions de cette nature-là. Vous voyez, les Chinois, ils ont donné ça à 1 milliard de personnes, et puis voilà. Donc, si vous voulez, il y a une vraie question, mais qu'il faut poser aux sociologues, c'est pas à moi, hein, de savoir pour qu'est-ce qui amène, si vous voulez, à cette espèce d'état d'agitation, plutôt que des réflexions un peu sereines sur, dans une situation épidémique, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de détecter les gens, isoler les gens contagieux, parce que de regrouper ensemble des gens contagieux et non contagieux, honnêtement, ça c'est un défi à la connaissance des maladies transmissibles. Et enfin, dès qu'on peut, il faut traiter les gens. D'ailleurs, je vois les Chinois, la première série qu'ils ont fait, qui était absolument ininterprétable, c'est parce qu'ils recevaient tous 3 antiviraux à la fois. Ça leur donnait tout ce qu'ils pouvaient pour que les gens ne meurent pas, quoi. Hein.
Guillaume, une question. C'est une réaction médicale assez raisonnable, vous voyez. Oui. Parce que c'est mieux de sauver les gens que de faire des méthodes, vous voyez. Guillaume. Oui, je voulais simplement savoir, Didier Raoult, en quoi les Chinois, justement d'un point de vue scientifique, d'après ce que vous savez, ont des années d'avance sur nous. Alors écoutez, moi vous savez, j'avais conseillé au ministre de faire les IHU comme j'en ai fait un, moi en 2002-2003. Mon rapport a été reçu du bout des doigts et pas communiqué. Et pourtant, vous pouvez le relire, à peu près tout ce qui se passe maintenant était à peu près prévu et organisé. J'étais un peu découragé parce que je suis allé à Shanghai en 2005. Vous voyez, et en 2005, ils avaient construit, 2 ans après le SARS, quelque chose qui est mon IHU multiplié par 10. Il y avait tout dedans, même les scanners en P3, même la salle d'opération pour les malades contagieux. Donc, leur niveau d'organisation est extrême. Ils avaient des difficultés de compétences et donc ils m'ont demandé de former quelqu'un pour l'analyse des séquences moléculaires parce que eux savent que je suis un grand scientifique quand même. Et donc, je leur ai appris, j'ai vu et j'ai eu d'ailleurs une espèce de choc en me rendant compte de la vitesse à laquelle la recherche médicale s'organisait en Chine. Vous savez, la Chine publie plus d'articles scientifiques que les États-Unis maintenant. Ils mettent autant d'argent que les États-Unis et la Chine a surtout conservé, ce qui est un peu paradoxal pour le pays de Mao, si vous voulez, une estime pour les élites qui est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils foutent pas dehors. Ils sont dans l'inverse de ce que nous avons. Vous savez, il y a 20 ans, les meilleurs Chinois partaient de Chine pour aller un peu partout, y compris moi, j'avais des élèves chinois qui étaient partis aux États-Unis. Ils sont tous en train de rentrer en Chine parce que les Chinois leur font des propositions remarquables. Et nous, vous devriez regarder, en France, on a une fuite des cerveaux. Hein. Donc, il y a une attraction pour la recherche en Chine qui est considérable. Les chercheurs en Chine sont devenus des héros. Chez nous, les héros, c'est plus les footballeurs, les chanteurs et vous, hein, les commentateurs de télévision ou de radio. En Chine, quelqu'un qui fait un papier dans nature, il a la même prime que quelqu'un qui a une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça devrait nous amener à réfléchir. Donc, moi, je réfléchis. Comme qui plus est, les Chinois ont un esprit extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que plutôt que de philosopher sur les différentes méthodes, ils agissent. Moi, je vois bien dans les maladies infectieuses que les seuls qui sont en compétition avec nous sur les grandes cohortes ou sur les identifications, c'est les Chinois et tout le groupe autour. C'est Chinois, Taïwan, Corée, Singapour, tout ça a une puissance scientifique qui est absolument impressionnante. Et avec un pragmatisme, un développement technologique qui est incroyable. Et donc, je pense que nous, on est, et c'est probablement une des crises que l'on vit dans cette situation, c'est de ne pas avoir, que l'Europe n'a pas été lucide sur cette évolution qui est en train de se faire, dans laquelle on se perd dans des réflexions qui ne sont pas de nature scientifique. Donc on laisse filer la science pour de multiples raisons. Donc vous voyez bien, en Europe, ce qui est important, c'est qu'il y ait 3 pays européens qui coopèrent. On s'en fiche, enfin moi je m'en fiche scientifiquement que les pays européens coopèrent. Ça c'est de la politique, c'est pas de la science. La science, c'est de produire de la science qui sert à quelque chose. Pour la Chine, ça sera ma dernière question, professeur Raoult, un des traitements prometteurs à l'étude et le Remdesivir. Professeur Raoult, est-ce que vous y croyez? C'est pas la question. Les Chinois n'ont pas dit ça. Les Chinois, au contraire, ils ont dit l'inverse de ce que vous dites. Donc, il faut remettre les choses en ligne. Les Chinois, quand ils ont commencé à travailler sur la sensibilité, ils ont rapporté que le Remdesivir et la chloroquine étaient tous les deux efficaces. Et ils ont conclu, ce qui est une conclusion de bon sens, hein, qui est confusionniste, hein, c'est de dire, écoutez, il y a un médicament qui est pas cher, disponible partout, qu'on peut prescrire demain, donc on va travailler sur la chloroquine. Donc ils disent pas ce que vous avez dit, parce que pour travailler sur la Remdesivir et distribuer ça à 200 millions de personnes du jour au lendemain, on ne sait pas le faire. Guillaume, une dernière question. C'est simplement pas possible. Voilà, c'est juste, c'est qu'au bout d'un moment, il y a personne qui s'est mis à table, il dit mais on peut pas faire ça dans une situation d'urgence. Un médicament qui n'a jamais été testé sur une grande échelle, dont on connaît pas la toxicité, versus, et on dit que le problème de la toxicité, c'est celui qui a été prescrit à des milliards de fois. C'est celui qui a un problème celui qui n'a pas été testé à un échantillon représentatif de la population, dont on connaît pas la toxicité. Bien sûr qu'il va à la toxicité. N'importe quel médicament a toujours une toxicité. Et on la découvre quand on a fait des centaines de milliers de doses. Donc tout ça, bien sûr, les Chinois ont une conclusion. Il suffit de lire leurs articles. Hein, c'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils disent on va faire la chloroquine parce que c'est la chloroquine qui est disponible. C'est tout simple. On peut utiliser dans une situation de crise épidémique que les médicaments déjà disponibles dans les pharmacies. Enfin. Guillaume, une dernière question.
Oui, est-ce que ce qu'on l'on fait justement et que vous connaissez des effets indésirables sont vraiment ceux dont on parle, s'il y a des risques d'arythmie cardiaque, enfin d'autres? Est-ce que tout ça est très bien connu par ceux qui justement suivent ces affaires depuis des années? Écoutez, vous verrez là aussi, si vous voulez, il y a toujours des gens qui ont une opinion sur tout. C'est pas inintéressant. Non, mais c'est une question, c'est simplement. Non, mais laissez-moi terminer. Après, les gens qui sont sérieux font des guidelines, vous expliquent exactement ce que c'est. Vous les aurez aujourd'hui ou demain, parce que moi je sais à peu près ce qui se passe sur ce que sont les limites. On sait très bien qu'il faut faire 2 examens quand on donne de l'hydroxychloroquine, mais pendant longtemps. Là encore, une fois pendant 10 jours, avant de démontrer que ça a un effet, il faut vraiment des conditions extrêmes. Il faut faire un électrocardiogramme pour mesurer la distance entre le Q et le T, qui sont 2 ondes. Et puis, il faut regarder si les gens n'ont pas une hypokaliémie, en particulier, du potassium bas dans le sang, en particulier s'ils prennent des diurétiques. Voilà, globalement, les précautions. Et à partir de ça, nous, on a fait analyser les habits électrocardiogrammes par un spécialiste de la rythmologie. Donc on est très serein. Hein. Donc il y a des choses, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est des médicaments. On est dans un âge où il faut prendre toutes les précautions possibles. Cela étant, si vous voulez, là aussi, de dramatiser l'usage de quelque chose qui a été utilisé chez des centaines de millions d'habitants, c'est déraisonnable. Merci beaucoup, professeur Didier Raoult.